Une femme riche demanda en plaisantant au fils de sa femme de ménage de jouer aux échecs, sans se douter qu'il était un prodige. « Viens ici, petit, montre-moi comment on joue aux échecs dans ton quartier », dit Madame Elena Belloni, sa voix résonnant dans le vaste salon de sa villa à Beverly Hills. Son ton reflétait la supériorité d'une personne qui avait toujours vécu dans le luxe sans jamais avoir eu besoin de travailler. Lorenzo Russo, 17 ans, aidait sa mère Maria à servir les invités lors d'un dîner de charité chic quand l'hôtesse décida de faire de lui une distraction pour la soirée. Dans la pièce, des hommes riches, des politiciens et leurs épouses peu intéressées riaient discrètement derrière leur coupe de champagne. Elena avait organisé l'événement pour récolter des fonds en faveur des jeunes défavorisés, mais ne s'attendait visiblement pas à en voir un servir des amuse-bouches chez elle. La situation l'amusait. « Je suis sûre qu'il sait au moins bouger les pièces », dit-elle en souriant, en désignant l'élégant échiquier italien sur la table basse. « Voyons comment ce garçon se débrouille face à quelqu'un qui a vraiment étudié le jeu. » Monsieur Montesi, propriétaire de plusieurs chaînes d'hôtels, se pencha vers sa femme et murmura « Je parie qu'il ne sait même pas que les cavaliers bougent en L. » Un rire léger parcourut la pièce comme une brise dans les herbes hautes. Maria, tenant un plateau en argent, baissa les yeux, ses doigts se crispant sur le métal. Depuis 20 ans, elle nettoyait cette maison et élevait seule son fils avec un salaire de femme de ménage. Et maintenant, elle devait regarder sa patronne utiliser son enfant pour divertir ses invités fortunés. Elle connaissait Elena depuis leur jeunesse. Au fil des années, elle l'avait vue passer de fille gâtée à femme puissante qui rabaissait les autres. « Maria, fais une petite pause », dit Elena d'un ton doux, mais avec une pointe glaciale dans la voix. « Je veux que tu vois ton fils jouer. Ce sera instructif. » Lorenzo ne bougea pas tout de suite. Son regard parcourut la pièce, observant non seulement l'échiquier, mais aussi chaque personne présente. À 17 ans, il avait déjà compris que le silence révélait souvent plus que les mots. À cet instant, il voyait une pièce pleine de gens qui ignoraient tout de ce dont il était capable. Sa posture fit taire quelques rires. Il dégageait une intensité calme, comme le calme avant l'orage. Ses doigts frémissaient légèrement, comme s'il visualisait déjà des coups sur un échiquier invisible. « Bien sûr, Madame Belloni », répondit Lorenzo avec calme, et certains invités échangèrent des regards intrigués devant tant de maîtrise. Ce serait un honneur. Elena sourit, s'installant dans son fauteuil comme une reine, s'apprêtant à assister à un spectacle. « Parfait, je doute que tu aies déjà joué sur un tel jeu. Véritable marbre italien. Chaque pièce vaut probablement plus que... Enfin, tu comprends ?» Francesca Conti, une députée assise près de la fenêtre, intervint. « Elena, tu ne trouves pas ça un peu cruel? Le pauvre garçon va être humilié. » « Ne sois pas ridicule, » répondit Elena en ajustant ses boucles d'oreilles en diamant. « C'est une belle expérience pour lui. Il pourra dire à ses amis qu'il a joué aux échecs dans un manoir. » Ce qu'Elena ignorait et qu'elle allait découvrir à ses dépens, c'est que ce pauvre garçon passait ses 8 dernières années à étudier les échecs de façon obsessionnelle. Tandis que d'autres adolescents jouaient en ligne, Lorenzo empruntait des livres d'échecs à la bibliothèque publique et regardait des parties classiques sur un vieil ordinateur qu'il avait lui-même réparé. Pendant que sa mère travaillait de longues heures, il veillait tard pour étudier les parties de légende comme Kasparov, Fischer ou Carlsen. Il avait mémorisé plus de 200 ouvertures et pouvait réciter des dizaines de défenses célèbres sans hésiter. Mais tout cela n'avait aucune importance pour Elena, qui l'avait déjà jugé sur ses origines. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce garçon qu'elle méprisait allait lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Pendant qu'Elena plaçait les pièces sur l'échiquier avec emphase, Lorenzo jeta un dernier regard à la pièce. Il y avait quelque chose de différent dans son regard. Il ne se préparait pas simplement à une partie d'échecs. Il s'apprêtait à défier tout ce que ces gens pensaient savoir sur la classe sociale, la valeur humaine et le respect.
Si cette histoire sur le jugement et la manière de le surmonter vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite montre à quel point il peut être coûteux de juger quelqu'un sur son apparence. Elena prit les pièces blanches avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais vraiment perdu. « Je joue toujours les blancs », dit-elle nonchalamment. « C'est une tradition familiale. » Elle ne se souciait visiblement pas du fait que les vrais joueurs d'échecs tirent au sort la couleur. Lorenzo ne protesta pas. Il aligna calmement ses pièces noires avec une précision parfaite, si précise que M. Montesi fronça les sourcils. Chaque pièce était posée exactement au centre de sa case, comme s'il avait fait cela des centaines de fois. « Mettons un peu de piment », lança Elena à l'assemblée. « Si ce garçon parvient à me surprendre ne serait-ce qu'une fois, je donnerai 1 000 $ à, je ne sais pas, une école publique ou quelque chose du genre. » La salle rit de nouveau, mais cette fois, Lorenzo leva les yeux et sourit. Un sourire qui ne parvint pas jusqu'à ses yeux. Maria sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle connaissait ce sourire. Il l'avait déjà porté lors des concours à l'école, quand les professeurs doutaient de lui, et encore à 12 ans, quand il lui avait dit qu'il n'avait plus besoin d'aide pour les maths. Elena lança la partie avec un classique pion en E4, le cerf du roi indien, une ouverture traditionnelle qu'on nous enseignait à Harvard, dit-elle d'un ton condescendant, comme si elle expliquait quelque chose de banal à un enfant. Lorenzo répondit aussitôt avec C5, la défense sicilienne. La pièce se figea dans le silence. Ce n'était pas le coup de quelqu'un qui improvise. C'était la réponse d'un joueur qui comprenait les échecs à un niveau sérieux. « Voilà qui devient intéressant », murmura la députée Conti en se penchant légèrement. Elena mit quelques secondes à réfléchir avant de jouer son coup suivant. Juste assez pour que Lorenzo comprenne qu'elle connaissait sans doute quelques ouvertures par cœur, mais sans vraiment comprendre pourquoi elles fonctionnaient. Elle joua NF3, suivant un schéma familier, probablement appris dans un club chic. Pendant qu'elle hésitait, Lorenzo se laissa emporter un instant par ses souvenirs. 8 ans plus tôt, alors qu'il n'avait que 9 ans, il avait trouvé un vieux livre d'échecs déchiré dans la poubelle d'une bibliothèque. Il l'avait discrètement glissé dans son sac à dos et avait demandé à Maria de lui apprendre les bases. « Lorenzo, pourquoi les échecs ?» lui avait-elle demandé, épuisée après une double journée à récurer des sols. « Pour être comme ces enfants riches, maman. Ils disent toujours qu'ils sont plus intelligents que nous. » À l'époque, Maria ne gagnait que 600 $ par mois en nettoyant des maisons. Ils vivaient dans un petit appartement froid et mal isolé, où le chauffage fonctionnait à peine et où les coupures d'électricité étaient fréquentes. Suivre des cours ou avoir un ordinateur était hors de portée, mais la bibliothèque municipale devint son refuge. Après l'école, il marchait près de 3 kilomètres pour lire des livres d'échecs poussiéreux que personne d'autre ne consultait. Elena poussa finalement un pion en D3, un coup prudent qui révélait son style hésitant, pas seulement aux échecs, mais aussi dans la vie. Elle préférait les positions sûres, là où son statut et son pouvoir lui donnaient l'impression de tout maîtriser. Lorenzo répliqua avec NC6, développant ses pièces avec clarté et intention. Chacun de ses mouvements prenait moins de 5 secondes. C'était comme s'il suivait un plan qu'il avait répété des centaines de fois. « Il joue trop vite », dit Elena à la pièce. « Aux échecs, il faut réfléchir avant de jouer. » C'est alors que Lorenzo fit son premier bluff stratégique. Il marqua une pause et fit mine d'analyser profondément l'échiquier pendant 15 secondes avant de poser son pion en G6, préparant un fianchetto du fou. Pour un œil non averti, cela ressemblait à un coup aléatoire. Mais c'était en réalité le début d'une stratégie bien plus complexe, qui se déploierait 10 coups plus tard. « Ah, vous voyez », dit Elena fièrement à l'assemblée. « Il ne prend même pas le temps de réfléchir. Classique. » Mais M. Montesi, qui avait joué aux échecs à l'université des années auparavant, remarqua la manœuvre. « Elena, murmura-t-il à sa femme, il prépare un dragon accéléré. »« Un quoi ?» répondit Elena, agacée d'être interrompue en pleine démonstration. « Une variante de la sicilienne, très avancée, dit-il. »
Elena regarda de nouveau l'échiquier, une tension nouvelle se lisant dans son attitude. N'importe quoi, il a sûrement vu ça dans une vidéo en ligne. Mais à chaque mouvement, quelque chose d'étrange se produisait. Lorenzo ne réagissait pas. Il prenait le contrôle. Chaque pièce semblait s'insérer parfaitement dans un motif que lui seul semblait percevoir. Depuis l'autre côté de la pièce, Maria regardait, le cœur battant. Elle avait toujours su que Lorenzo était spécial, mais elle ne l'avait jamais vu affronter quelqu'un qui se croyait vraiment au-dessus de lui. Et pour la première fois en toutes ces années passées à travailler dans cette maison, elle aperçut une lueur de peur dans les yeux d'Elena. Pas la peur de perdre une partie, mais celle de réaliser qu'elle n'était peut-être pas aussi supérieure qu'elle le pensait. Chaque remarque destinée à rabaisser son fils ne faisait que le renforcer. Ce que les invités ne comprenaient pas, c'est qu'avec chaque insulte, Elena construisait elle-même sa propre chute, case après case, sur l'échiquier qui allait bientôt sceller sa plus grande humiliation. Puis vint le 10e coup de Lorenzo. Il sacrifia un pion, apparemment par erreur. Mais M. Montesi manqua de recracher sa boisson. Tout joueur expérimenté aurait reconnu le piège qui se formait. « Elena » souffla-t-il avec urgence, « ce garçon n'est pas seulement bon, c'est un véritable prodige. » Mais Elena, décidée à rester maîtresse de la situation, le repoussa d'un geste. « Ne dis pas de bêtises. Il a sûrement mémorisé quelques tours sur Internet. Tout ça sera terminé dans 5 minutes. » C'est alors que Lorenzo fit quelque chose d'inattendu. Il se leva calmement et marcha jusqu'à sa mère qui se tenait debout, les mains serrées. « Maman, dit-il doucement, sa voix tranchant dans la tension de la pièce, « tu te souviens quand tu m'as dit qu'un jour, je leur montrerai qui nous sommes vraiment ?» Maria acquiesça lentement, les yeux embués de larmes. Bien sûr qu'elle s'en souvenait. C'était pour ses 15 ans. Elle n'avait même pas pu lui offrir un gâteau. Il l'avait trouvée en train de pleurer dans leur petite cuisine et lui avait dit qu'un jour, tout changerait, qu'il leur ouvrirait les yeux. « Ce garçon a plus de dignité que tous ceux ici réunis », murmura la députée Conti à son mari, en observant l'échange silencieux entre la mère et le fils. Elena tapota la table du bout des doigts, visiblement agacée. « On termine la partie. J'ai des choses plus importantes à faire aujourd'hui. » Lorenzo retourna à l'échiquier, mais quelque chose en lui avait changé. Il n'avait plus l'air d'un adolescent timide pris au piège d'une mauvaise plaisanterie. Il se tenait droit, comme quelqu'un qui portait le poids des efforts silencieux, des nuits d'études et des années à avancer malgré les difficultés. Son 11e coup fut joué avec une telle clarté et une telle précision que l'assurance d'Elena se fissura. Il avait préparé une double menace. Si elle sauvait son roi, elle perdait sa reine. Si elle défendait sa reine, elle serait mise en échec et mate en 3 coups. Ça ne peut pas être juste, murmura Elena, le regard inquiet fixé sur l'échiquier. C'est alors que Montesi comprit la vérité. « Elena, dit-il doucement, tu es en train de te faire démonter par un gamin qui n'est probablement jamais entré dans un vrai club d'échecs. » Tandis qu'elle cherchait désespérément une issue, Lorenzo balaya la pièce du regard. La députée Conti avait arrêté de boire et s'était penchée, captivée. Le propriétaire d'hôtel avait rangé son téléphone. Même la femme de Montesi, qui feuilletait un magazine plus tôt, fixait désormais l'échiquier sans cligner des yeux. Maria reconnut l'expression sur le visage de son fils. C'était la même concentration qu'il avait à 12 ans quand il avait découvert le rayon échec à la bibliothèque. La même détermination qui le tenait des heures devant ce vieil ordinateur lent à analyser des parties célèbres. Le même feu intérieur qui le tirait du lit avant l'aube pour résoudre des problèmes d'échecs pendant que les autres dormaient. Elena joua enfin une pièce, une tentative désespérée d'échapper à la situation, mais c'était inutile. Lorenzo avait prévu ce mouvement 6 coups plus tôt. « Échec !» dit-il calmement, en glissant sa reine dans une position dévastatrice, ne lui laissant que 3 façons différentes de perdre. La pièce devint totalement silencieuse. Elena regarda l'échiquier, puis Lorenzo, puis l'échiquier à nouveau. Ses mains tremblaient, non de peur, mais sous le choc amer de voir son jeu méthodiquement démantelé par celui qu'elle avait méprisé.
Tu as forcément appris ce coup quelque part, lança-t-elle d'un ton plus sec. Personne ne trouve ça tout seul. Lorenzo sourit, son premier sourire de la soirée. Vous avez raison, madame, répondit-il. Je l'ai appris de Garry Kasparov. Montesi cligna des yeux. Kasparov t'a enseigné? Pas directement, dit Lorenzo en avançant une autre pièce. Le coup final, sans aucun doute. Mais j'ai étudié tous ces matchs enregistrés, les 1803. Ce schéma précis, il l'a utilisé contre Karpov en 1984, lors de la 23e partie. Elena regarda autour d'elle, cherchant du soutien du regard. Mais au lieu de cela, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Un jugement silencieux. Pour une fois, son statut ne suscitait pas l'admiration. Il provoquait la gêne. Maria s'avança, la voix posée et ferme. Mon fils se levait tous les jours à 5 heures pour étudier avant l'école. Il marchait 10 kilomètres jusqu'à la bibliothèque parce que nous n'avions pas Internet. Pendant que je faisais des heures supplémentaires, il résolvait des problèmes d'échecs à la bougie quand l'électricité était coupée. Le silence dans la pièce s'alourdit encore. Lorenzo se tourna vers sa mère, le regard rempli de tendresse et de force. Plusieurs invités détournèrent les yeux, la honte se lisant sur leur visage. « Échec et mat », dit Lorenzo doucement, en posant sa reine sur la case finale. Elena resta figée devant l'échiquier, comme si elle espérait que les pièces allaient se replacer d'elles-mêmes. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, Lorenzo la fixait avec la même assurance tranquille qu'il avait depuis le début. Mais désormais, l'atmosphère avait complètement changé. Les invités ne voyaient plus Lorenzo comme une distraction de la soirée. Ils le regardaient avec admiration, comme quelqu'un qui venait de briser tout ce qu'ils croyaient savoir sur le succès, les origines sociales et le talent. Et Elena, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé dans cette maison. La honte. Pour la première fois, l'admiration dans la pièce ne lui était pas destinée. Elle était pour ce garçon qu'elle avait voulu ridiculiser. Ce qu'elle ne réalisait pas encore, c'est que cette défaite n'était pas une simple erreur de parcours sur un échiquier. C'était le début d'un changement bien plus grand. Le premier signe que les règles sociales auxquelles elle s'accrochait allaient être remises en question, que ce garçon qu'elle considérait comme invisible allait bientôt devenir impossible à ignorer. Elena fixa l'échiquier pendant ce qui sembla une éternité. Ses doigts effleurèrent le roi renversé, comme si ce simple geste pouvait effacer ce qui venait de se passer. Le silence était si profond qu'on entendait distinctement le tic-tac de l'horloge murale de luxe. C'était de la chance, murmura-t-elle, la voix tremblante, dépouillée de toute fierté. Il a sûrement mémorisé ce coup quelque part. Montesi se leva, s'approcha de l'échiquier et l'observa attentivement. Elena, ce que ce garçon vient de jouer est une variante de la sicilienne que je n'ai jamais vue auparavant, et je joue aux échecs depuis 40 ans. Près de la fenêtre, la députée Conti leva discrètement son téléphone et commença à enregistrer. En tant que politicienne chevronnée, elle comprit immédiatement la portée de ce qu'elle venait de voir, une femme riche, publiquement surpassée par un jeune homme qu'elle avait tourné en dérision. « Je n'accepte pas ça », lança Elena sèchement, se levant si brusquement qu'elle fit tomber plusieurs pièces. « Il y a quelque chose qui cloche. Personne n'apprend à jouer comme ça tout seul. Quelqu'un l'a entraîné pour me ridiculiser. » Lorenzo resta assis, calme et droit. « Souhaitez-vous une revanche ?» demanda-t-il. « Je peux affronter n'importe qui ici. Ou même vous tous en même temps, si vous préférez. » La foule murmura avec gêne. Cela semblait impensable, mais après ce qu'il venait de voir, personne n'osa le contredire. « Maintenant tu deviens arrogant !» cracha Elena, le visage rouge de colère et de défaite. « Un garçon de ton milieu ne parle pas comme ça à quelqu'un comme moi. » C'est alors que Maria s'avança et pour la première fois en 20 ans, elle regarda Elena droit dans les yeux sans baisser la tête. « Mon fils ne vient pas de la rue, Madame Belloni. Nous venons d'un quartier modeste où les gens se lèvent tôt et travaillent dur. Et ce que vous appelez arrogance, c'est de la confiance en lui, quelque chose que vous avez clairement du mal à reconnaître chez vous. »
La pièce se figea. Les invités échangèrent des regards mal à l'aise, comprenant que cette histoire dépassait largement une simple partie d'échecs. Helena se tourna vers Maria, furieuse. « Comment osez-vous me parler ainsi? Auriez-vous oublié votre place ?» « Non, » répondit Maria calmement. « Je viens enfin de me rappeler ma valeur. » Montesi, visiblement mal à l'aise, tenta de détendre l'atmosphère. « Helena, peut-être qu'il est temps d'admettre que ce garçon a un vrai talent et... » « Du talent ?» Helena éclata d'un rire amer. « Tout cela a été orchestré. Quelqu'un l'a formé pour m'humilier devant vous tous. » Lorenzo se leva enfin, sa voix calme, mais assez forte pour faire taire toute la salle. « Madame Belloni, vous voulez la vérité? Personne ne m'a entraîné pour vous faire mal paraître. J'ai étudié les échecs pendant 8 ans parce que je rêvais d'affronter des gens qui respectent vraiment ce jeu. Des gens qui comprennent que la compétence n'a rien à voir avec l'argent ou le nom qu'on porte. » Il regarda lentement autour de lui. « Quand vous m'avez demandé de vous montrer comment les gens comme moi jouent aux échecs, j'ai cru avoir une vraie chance de gagner du respect. Mais maintenant je comprends. Vous ne cherchiez pas une partie, vous cherchiez quelqu'un à humilier. » Conti baissa son téléphone et resta immobile, complètement absorbé. « Quel âge as-tu » demanda-t-elle. « 17 ans, répondit Lorenzo. « Et depuis combien de temps joues-tu sérieusement ?»« 8 ans. » Conti se tourna vers Helena avec un mélange de stupéfaction et de déception. « Helena, tu viens d'être battue par un adolescent, que tu emploies, un garçon que tu as moqué, pensant que ce serait amusant. » Helena sentit tous les regards se poser sur elle, non plus avec admiration ou envie, mais avec jugement. « Je ne savais pas qu'il était sérieux dans les échecs, » balbutia-t-elle, tentant de se justifier. Montesi croisa les bras, visiblement contrarié. « Ce n'est pas la question. La question, c'est que tu lui as demandé de jouer en partant du principe qu'il perdrait. Pourquoi? Parce que c'est le fils de ta femme de ménage? Parce qu'il ne vient pas d'un milieu aisé ?» Le silence devint écrasant. Lorenzo commença tranquillement à remettre les pièces en place, une par une, avec soin. « Merci pour la partie, Madame Belloni, » dit-il à voix basse. « Ce fut très instructif. » Puis il se tourna vers Maria. « Maman, on peut y aller? J'ai école demain. » Maria hocha la tête et retira le tablier qu'elle avait porté toute la soirée. Mais avant de partir, elle jeta un dernier regard à Helena. « Merci, Madame Belloni, dit-elle. Merci de m'avoir fait comprendre que mon fils mérite mieux que cet endroit. » Alors qu'ils atteignaient la porte, Conti les interpella. « Lorenzo, serais-tu intéressé par des opportunités de bourse? Je connais des écoles qui seraient ravies d'accueillir un élève comme toi. » Lorenzo s'arrêta, puis lui offrit son premier vrai sourire de la soirée. « Avec plaisir, madame. » Elle lui tendit sa carte. « Appelle-moi lundi. » Helena resta figée, tentant encore de comprendre comment la soirée lui avait échappé des mains. En moins d'1 heure, elle était passée d'hôtesse admirée à la femme qui avait humilié un adolescent talentueux et perdu. Lorsque la porte se referma derrière Maria et Lorenzo, les invités restèrent debout dans un silence gêné. Montesi fut le premier à parler. « Je crois que je vais y aller. » Un à un, les autres suivirent, lançant des adieux froids et des regards furtifs. Helena se retrouva seule dans la pièce, fixant l'échiquier où son orgueil avait été démonté, pièce par pièce, par un garçon qu'elle n'aurait jamais cru son égal. Ce qu'Helena ne comprenait pas encore, c'est que cette soirée n'était que le premier coup d'une partie bien plus vaste, une partie dans laquelle Lorenzo Russo n'allait pas seulement réécrire son propre avenir, mais aussi remettre en question tout ce que des gens comme Helena Belloni prenaient pour acquis sur le pouvoir et le privilège. En marchant sous les étoiles de Beverly Hills, Lorenzo avait dans sa poche une simple carte de visite qui allait bientôt changer le cours de sa vie. Et dans son esprit, il ne planifiait plus seulement des stratégies d'échec. Il commençait à tracer un avenir où le respect ne viendrait pas de l'argent, mais du caractère. 6 mois plus tard, Lorenzo marchait dans les couloirs de l'université Stanford grâce à une bourse complète pour étudier l'ingénierie.
Fidèle à sa parole, la députée Conti lui avait ouvert des portes, le mettant en relation avec des institutions qui valorisaient le talent brut, pas le statut social. L'histoire de cette nuit était devenue virale. 3 millions de vues en seulement 2 semaines. Ce n'est pas parce que quelqu'un avait filmé la partie. C'est Conti qui avait raconté l'histoire en ligne, transformant Lorenzo en symbole de résilience et Elena en leçon d'arrogance. Un prodige des échecs issu du monde ouvrier humilie une millionnaire dans une partie stupéfiante, titrait l'article qui se répandit comme une traînée de poudre. Les commentaires affluèrent. Cette femme devrait avoir honte et ce jeune homme mérite toutes les opportunités. Le monde social d'Elena Belloni commença à s'effondrer. Son club privé révoqua son adhésion sous la pression du public. Les associations qu'elle soutenait retirèrent son nom de leurs événements. Même Montesi, son ami de longue date, évita désormais de la croiser en public. Elena a toujours été imbue d'elle-même, déclara l'épouse de Montesi lors d'un dîner à Malibu. Mais humilier un enfant comme ça devant tout le monde, c'était au-delà de la cruauté. Ce qui blessait le plus Elena, c'était de comprendre que Lorenzo n'avait jamais voulu l'exposer ni l'humilier. Il avait simplement joué aux échecs, un jeu qu'il avait appris seul, à force d'efforts silencieux. La honte qu'elle ressentait ne venait pas de lui, elle venait d'elle-même, de ses propres gestes, de ses propres jugements. La vie de Maria avait changé, elle aussi. Elle était désormais chef d'équipe dans un hôtel de luxe à Santa Monica, gagnant 3 fois son ancien salaire, avec une couverture santé complète. Ce n'était pas de la charité, c'était une reconnaissance tardive de son engagement et de son professionnalisme. Pendant ce temps, Lorenzo lance une plateforme d'échecs gratuite en ligne, reliant des enfants de quartier sous-représentés à des mentors universitaires. En 6 mois, plus de 1200 jeunes apprenaient non seulement à jouer aux échecs, mais aussi des leçons de vie qu'aucune salle de classe ne pouvait leur offrir. Les échecs m'ont appris que chaque personne a une valeur stratégique unique, déclara Lorenzo lors d'une interview à CNN. Et Elena Belloni m'a appris que certaines personnes doivent tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Quand on lui demanda s'il gardait de la rancune envers la femme qui l'avait rabaissé, Lorenzo répondit avec la même grâce tranquille qu'il avait montrée ce soir-là. Garder de la rancune, c'est encombrer l'échiquier. Je préfère me concentrer sur ce que je construis. Elena regarda cette interview seule, assise dans le silence de son manoir autrefois animé. Et pour la première fois, elle comprit vraiment ce qu'elle avait perdu, pas seulement une partie, mais la chance d'être une meilleure version d'elle-même. Montesi l'avait appelée un jour, bien après que tout soit arrivé. « Elena, lui avait-il dit, tu as provoqué toute cette scène. Lorenzo n'a fait que répondre avec la dignité que tu aurais dû avoir dès le début. » L'impact de cette nuit dépassa largement les limites de Beverly Hills. Lorenzo montra au monde que la véritable grandeur n'a rien à voir avec la richesse ou la réputation. Elle vient du courage, de la persévérance et du choix de s'élever au-dessus des autres. Il transforma l'insulte en but. Il prit les tentatives d'humiliation qu'il avait subies et les transforma en marche vers quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, quand Lorenzo pense à son avenir, il ne voit plus les limites que les autres lui ont imposées. Il voit les opportunités qu'il a créées grâce à sa résilience. Elena avait essayé de le rabaisser pour se sentir supérieure, mais au final, elle n'a fait que prouver qu'une véritable grandeur élève les autres. Elle ne les écrase jamais. Maria encadra fièrement une photo de Lorenzo recevant sa première récompense académique à Stanford. À côté, elle accrocha un certificat du programme d'échecs qu'il avait fondé. Un programme qui avait déjà transformé la vie de milliers de jeunes. Ce sont des accomplissements qu'aucune somme d'argent ne peut acheter et qu'aucun préjugé ne peut effacer. Comme Lorenzo l'a appris, la meilleure réponse à ceux qui tentent de vous diminuer n'est pas la vengeance. C'est de bâtir quelque chose d'assez fort pour que leur petitesse ne compte plus. Elena voulait qu'il soit la distraction de la soirée. Au lieu de cela, Lorenzo Russo est devenu une source d'inspiration.
Et cette différence, c'est ce qui détermine non seulement qui gagne aux échecs, mais surtout qui gagne dans la vie. Si cette histoire de persévérance et de justice vous a touché, pensez à vous abonner à la chaîne. Car la vraie force ne vient pas du privilège, elle vient de la capacité à transformer les obstacles en quelque chose de vraiment extraordinaire.